Quand on parle de Napoléon et de sa grande armée, on présente avant tout son infanterie, sa cavalerie ou sa garde impériale. On pense aux marches infernales de ses soldats, on se rappelle les charges de ses hussards, on raconte la vie de ses artilleurs. En revanche, personne ne parle d'un effectif absolument essentiel pour les manœuvres. Une troupe discrète, certes, qui ne combat pas aux avant-postes, mais sans qui les conquêtes ou la défense de l'Empire seraient impossibles. Cette troupe, il s'agit bien sûr des pontonniers, à la fois ingénieurs et soldats qui font franchir des cours d'eau à leurs camarades. Débrouillards et multitâches, ils déploient des techniques en tout genre pour sécuriser les berges, pour improviser des passerelles, pour maintenir les pontons soumis à la pression des crues, pour stabiliser les ouvrages malgré le feu ennemi. Et tout cela, les pontonniers le font parfois sans dormir, sans matériel et sans espoir de survie. Dans cette vidéo, nous parlerons donc des services de ponts et chaussées de la Grande Armée. Presque inconnus, mais pourtant indispensables, ces troupes de génie se sont distinguées lors de deux événements majeurs des guerres napoléoniennes. La bataille de Wagram, qui permet à Napoléon de maintenir son hégémonie sur l'Europe, et la bataille de la Bérésina, pendant laquelle les pontonniers sont tous morts pour sauver les leurs. Il y a 2 mois, nous avions eu la chance avec ma compagne de recevoir des bijoux autrichiens offerts par notre partenaire Holzkern. Pièces uniques, faites avec des matériaux naturels comme le bois, le marbre, la pierre et la nacre, ces produits nous accompagnent désormais au quotidien. Pour moi, qui ai reçu cette superbe montre, taillée dans le noyer et le verre minéral, c'est comme si un bout de mère nature était attaché à mon poignet pendant mes déplacements dans la ville. Pour ma compagne, qui a choisi le verre émeraude pour ses bijoux, ce sont les parures idéales pour ses robes et ses tenues de reconstitution. Alors, avec la Saint-Valentin en approche, pourquoi ne pas choisir Holzkern pour surprendre votre partenaire ? Montre, bracelet, bague, collier, pendentif, sac à main et même lunettes de soleil, choisissez le bois et la pierre pour faire un cadeau unique et mémorable. En plus, tous les produits sont livrés dans de superbes coffrets qui décorent parfaitement votre intérieur. Bref, profitez du code BATAILLE15 pour 15% de réduction sur votre prochaine commande. En cliquant sur le lien, juste en dessous de la vidéo, vous pourrez offrir la meilleure des surprises à la Saint-Valentin. Profitez aussi d'une carte de vœux gratuite pour en conserver les meilleurs souvenirs. Alors à très vite chez Holzkern. Quand on parle d'histoire militaire, il nous paraît évident que les armées recourent à un service de pontonniers pour passer les fleuves et les rivières. Pourtant, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, le franchissement des cours d'eau était très aléatoire. S'il n'y avait pas de pont, l'armée avait recours à des bateliers, c'est-à-dire des civils mobilisés pour faire passer les soldats sur des barques. En France, celui qui va vraiment révolutionner ce secteur n'est autre que Louis XIV. Pour le roi Soleil, en effet, les conquêtes de la Franche-Comté, de l'Alsace et de l'Artois ravivent les tensions avec la Hollande et avec les États allemands. Rapidement, il fallait que l'armée soit en mesure de franchir le Rhin, mais aussi la Meuse, l'Escaut ou la Vézère, sans compter les innombrables rivières qui n'ont pas toujours de gué. Alors, à Strasbourg en 1681, juste après la conquête de la ville, le roi crée le premier service de soldats bateliers chargé d'improviser des ponts sur les fleuves. Plus tard, en 1730 sous Louis XV, les soldats bateliers de Strasbourg sont jugés tellement utiles que le roi fait créer des services de ponts et chaussées pour chaque régiment d'artillerie. Autrement dit, dès que les canons ou les mortiers ont besoin de franchir un cours d'eau, ils peuvent compter sur le soutien d'ouvriers spécialisés. Dans ce cadre, on dit de moins en moins batelier, jugé vulgaire et réservé aux civils, et le titre de pontonnier, plus flatteur, se généralise. Quant à la technique, elle n'évolue que très peu entre l'Antiquité et la Révolution française. Les pontonniers alignent des barques à fond plat, les assemblent les unes à côté des autres, à l'horizontale, de façon à pouvoir poser des pontons par-dessus. L'ensemble est ensuite fixé à l'aide de matériaux très basiques, comme des clous, des vis et des cordes. Pour ce qui est de stabiliser la structure, les services de ponts et chaussées jettent des ancres au fond des cours d'eau, et en fonction des courants et de la météo, les poids sont plus ou moins lourds. Simpliste mais efficace, cet ouvrage appelé pont de bateau peut être complété par un autre type de passerelle qu'on appelle pont sur pilotis. Quand, malgré les ancres et les poids jetés au fond des eaux, le courant est trop fort pour maintenir les bateaux en place, les pontonniers plantent des pilotis à même le sol. Les épieux sont maintenus droits grâce à des sortes de grues, qu'on appelle sonnettes ou mâts de battage dans le jargon, une technique connue des ingénieurs depuis des siècles. César, par exemple, l'avait déjà utilisée lors de la guerre des Gaules pour construire un passage sur le Rhin. Bref, pont de bateau ou pont sur pilotis, ce sont les deux options généralement choisies par les pontonniers. Quand Napoléon prend le pouvoir en France,
Ils disposent déjà d'un service de ponts et chaussées bien formé et prêt à le servir. Et ça tombe bien, quand la Grande Armée s'embourbe en Espagne et que l'Autriche en profite pour reprendre les armes en 1809, l'empereur lance une vaste contre-offensive en plein centre de l'Europe. Il repousse l'envahisseur jusqu'à Vienne, il s'empare de la capitale ennemie, quand soudain, son opposant l'archiduc Charles bat en retraite sans déposer les armes. Les deux armées sont alors séparées par le Danube, mais comme souvent, le temps joue en défaveur de Napoléon. En effet, avec son armée embourbée dans le piège espagnol, avec les Anglais qui débarquent au Portugal, avec la Russie de l'autre côté qui menace à tout instant de renverser les alliances, avec la Prusse qui n'est pas détruite, et avec le mécontentement de l'opinion qui est fatiguée de la guerre, l'empereur a besoin d'une victoire rapide. Le problème, c'est que le Danube est un fleuve capricieux parsemé d'îlots et de marécages. L'artillerie s'y embourbe, les moustiques y prolifèrent, les maladies s'y développent. Forcément, les Autrichiens ont brûlé tous les ponts si bien qu'il est impossible de passer. Alors, si Napoléon veut vraiment livrer bataille contre l'archiduc Charles, il doit compter sur ses compagnies de pontonniers pour créer les conditions de la victoire. À la fin du mois de mai 1809, en Autriche, la grande armée de Napoléon s'est emparée de Vienne. Néanmoins, elle est séparée de son adversaire par le Danube. Les Français sont maîtres de la rive droite et les Autrichiens de la rive gauche. Pour gagner, l'empereur doit trouver un moyen de passer le fleuve intact et choisit les environs d'Ebersdorf pour établir les ponts. À cet endroit, le Danube s'y partage en 3 bras. Le premier fait 400 mètres de large, le deuxième 300 mètres et le dernier seulement 100 mètres. Entre les 2 premiers bras, il existe un îlot marécageux qui peut servir de point d'appui. Entre les 2 derniers, il s'étend une île gigantesque appelée île de Lobo, d'une longueur de 4,5 km et d'une largeur de 3,8 km au maximum. Si les Français s'en rendent maîtres, ils n'auraient plus qu'à construire des ponts au nord de l'île pour débarquer sur la rive gauche. Mais là encore, les pontonniers font face à des difficultés majeures. D'abord, le deuxième bras est traversé par des courants très forts qui rendent difficile l'établissement d'un pont. De plus, si les ancres ou les pilotis pourraient faire l'affaire, il faut les fixer à 4 mètres de profondeur, ce qui demande des efforts surhumains. Et puis de toute façon, le Danube connaît régulièrement des crues qui font monter subitement le niveau des eaux. Les crues augmentant la force du courant, qui se fait alors ressentir sur 2 mètres de profondeur, les pontonniers doivent adapter les poids et les mesures en fonction du fleuve et de ses caprices. Ensuite, les 9 compagnies de pontonniers ont besoin de matériel. L'ennui, c'est que la grande armée est loin de ses bases et qu'elle n'a emmené ni barque, ni charpente, ni ancre avec elle. Les hommes commencent donc à couper du bois, ce qui ne manque pas dans la région. Par contre, pour trouver de la fonte, pour trouver des cordes, pour trouver des outils de construction, il faut ratisser dans toutes les villes et tous les villages. Les barques des pêcheurs sont saisies, les attelages de paysans sont confisqués, les entrepôts d'armateurs sont pillés et les civils qui s'y opposent sont exécutés. Quoi qu'il en soit, le 18 et 19 mai 1809, les pontonniers parviennent à construire 2 ponts de bateaux sur les 2 premiers bras. Grâce à 70 barques et plusieurs tonnes de charpente, 30 000 Français peuvent emprunter une passerelle d'environ 700 mètres de long qui les conduit sur la grande île. Puis, dans la nuit du 20 au 21 mai, les ingénieurs construisent un 3e pont de bateau sur le dernier bras. À l'aube, 25 000 hommes se portent alors sur la rive droite, la bataille d'Essling peut s'engager. L'empereur demande sans tarder le renfort de 60 000 hommes supplémentaires qui doivent emprunter les ponts. Le soir, si tout va bien, la grande armée sera victorieuse. Seulement, l'archiduc Charles a parfaitement compris les plans français. Quand le combat est bien engagé, l'Autrichien fait jeter des troncs d'arbres et des brûlots dans les courants qui viennent percuter le grand pont sur le 2e bras. Catastrophe pour les Français qui n'ont pas terminé la traversée, les renforts que Napoléon attendait pour livrer bataille sont bloqués sur l'autre rive. Bien sûr, les pontonniers réagissent en quelques secondes. Ils se jettent à l'eau avec des marteaux, avec des clous, avec des cordes et des charpentes. Ils se démènent pour réparer la passerelle, mais les Autrichiens ont tout prévu. De véritables missiles sont projetés dans le fleuve grâce à la force du courant. Les ingénieurs doivent à chaque fois recommencer pour éviter que le pont ne s'écroule. Pour ne rien arranger, le Danube connaît une véritable crue le jour de la bataille. Le niveau de l'eau passe soudainement de 4 à 4,7 m et les ingénieurs n'ont plus d'encre pour stabiliser l'ouvrage. Dans l'improvisation, ils utilisent alors des canons et des caisses de munitions qu'ils attachent au bout d'une corde avant de les jeter au fond du fleuve. Au prix d'un effort surhumain, les pontonniers maintiennent les passerelles à flot malgré les courants, malgré les corps flottants et malgré les crues.
Les renforts arrivent ainsi au compte-gouttes sur le champ de bataille, pas suffisamment pour donner la victoire à l'empereur, mais assez pour lui permettre un repli sur la Grande Île. À ce sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la bataille d'Essling, la vidéo qui s'affiche ici vous donnera de plus amples informations. Au soir du 22 mai 1809, après avoir frôlé la catastrophe, le troisième pont est démonté et la Grande Armée compte ses pertes. Tout le monde est blessé, tout le monde est sans nourriture, tout le monde crame sous le soleil et tente d'échapper aux moustiques. Napoléon réagit très rapidement. Les pontonniers, quoique éreintés après 4 jours d'efforts, sont chargés d'assurer le ravitaillement de l'île. La cavalerie dépose du pain, du vin, des biscuits et des médicaments sur la berge. Les ingénieurs en assurent le transit via les passerelles ou par bateau directement. Les Autrichiens, bien sûr, continuent de lancer des brûlots dans les courants. Débordés, les pontonniers reçoivent alors le soutien de la marine impériale qui est venue spécialement de Boulogne-sur-Mer. L'empereur décide alors de l'organisation suivante. Les marins, d'un côté, doivent patrouiller le fleuve. Leur mission consiste à s'emparer de toutes les îles, à intercepter les corps flottants lancés dans les courants, à faire des rondes sur les berges, à débusquer les éclaireurs et à acheminer la nourriture sur la Grande Île. Les pontonniers, de l'autre côté, sont chargés de renforcer les ponts déjà construits et de les doubler avec des ponts sur pilotis. Avec une telle armada, qui réunit jusqu'à 3000 hommes, Napoléon se rend maître du fleuve. Quant à l'île de Lobo, rebaptisée île Napoléon pour l'occasion, il fait aménager sur ce terrain vague des dizaines de routes, des centaines de fours à pain, des vingtaines d'entrepôts et d'ateliers en tout genre. Un terrain tout entier qui est aménagé en à peine un mois. Les troupes, les communications et les munitions peuvent désormais passer d'une rive à l'autre sans difficulté. À la fin juin, il ne reste plus qu'à Napoléon une dernière étape, faire passer 160 000 hommes au-delà du dernier bras de fleuve et affronter l'archiduc sur la rive. Le 30 juin 1809, plus d'un mois après la bataille d'Essling et 5 jours avant celle de Wagram, la grande armée de Napoléon Ier veut franchir le dernier bras du fleuve. Le problème, c'est que la réaction de l'archiduc Charles est très rapide. Pendant que les Autrichiens bombardent les pontonniers qui lancent les travaux, ils fortifient une ligne défensive entre les villages d'Aspern et de Henzersdorf. Devant la vivacité de l'archiduc, l'empereur établit un plan audacieux. Il veut faire semblant de préparer un franchissement à l'ouest afin de fixer l'attention des Autrichiens sur ce point, tandis que discrètement, ses ingénieurs préparent un débarquement de l'autre côté. Mais pour que la diversion fonctionne, il y a 2 conditions. La première, c'est de conforter l'ennemi dans son illusion afin qu'il reste persuadé que les Français vont tenter de traverser au même endroit que la dernière fois. Les travaux se poursuivent donc malgré le feu des Autrichiens. Napoléon envoie même des maréchaux comme Berthier et Masséna pour faire semblant de motiver les hommes. Et deuxième condition, que les pontonniers puissent préparer le coup d'après à l'abri des regards de l'archiduc. En effet, 3 km plus loin, l'empereur demande à ses ingénieurs de construire un pont sur la terre ferme. Le jour de la bataille, l'ouvrage sera déposé délicatement sur la berge, puis, une fois qu'il sera sur l'eau, les soldats attacheront des cordes pour le tirer vers la droite. Grâce à la force du courant, l'ouvrage sera ainsi converti en passerelle sans que les Autrichiens n'aient pu l'anticiper. La grande armée pourra ensuite traverser en 2 temps, d'abord sur l'île Alexandre, où l'artillerie pourra se rassembler, ensuite sur la rive gauche, grâce à des ponts de bateaux qui seront jetés dans le fleuve. Si le plan se déroule comme prévu, les Français pourront se regrouper en masse, tandis que l'archiduc sera toujours occupé plusieurs kilomètres à l'ouest. Ainsi, dans la nuit du 4 au 5 juillet 1809, les Français se mettent en mouvement. Sur sa gauche, Napoléon déploie des batteries en très grand nombre qui font feu sur l'ennemi. Les faux travaux se poursuivent dans cette zone, provoquant une réaction autrichienne. L'occasion pour les pontonniers, 3 km plus loin, de commencer la traversée vers l'île Alexandre. Vers 23h, alors que la pluie commence à tomber et que la passerelle est mise à l'eau comme prévu, l'empereur demande à ses ingénieurs combien de temps leur faut-il pour la conversion. Ces derniers répondent 15 minutes. Napoléon leur rétorque qu'ils n'en auront que 5. Les pontonniers se mettent donc au travail et l'opération sera finalement achevée en 4 minutes seulement. Vers minuit, la situation prend un tournant spectaculaire. De l'autre côté, les Autrichiens ont remarqué que les occupants avaient construit un pont à leur insu. Ils voudraient envoyer du renfort pour empêcher un débarquement lorsque, tout à coup, un orage très violent s'abat sur la région. Les pluies et le vent ralentissent les troupes, la boue et l'obscurité empêchent d'avancer. Les canons français bombardent la rive gauche et bloquent les mouvements.
Le temps que l'archiduc redéploie ses forces, la Grande Armée aura le temps de jeter de nouveaux ponts sur le dernier bras du fleuve. Peu à peu, Charles se rend compte qu'il s'est fait duper par l'empereur des Français. Dans cette dernière étape de la traversée, les pontonniers travaillent dans un paysage apocalyptique. Comme il fait nuit, les soldats ont mis le feu à des maisons situées sur la berge afin d'éclairer les ingénieurs. Sous la pluie battante, ces derniers se dépêchent le plus possible, mais ils sont bombardés de toutes parts par les Autrichiens qui arrivent au fur et à mesure. Les Français répondent coup sur coup, bien sûr, avec Napoléon en personne qui supervise les opérations, mais les pontonniers doivent travailler accroupis car les balles filent d'un camp à l'autre au-dessus de leur tête. Cependant, malgré les échanges de tirs, malgré la tempête, malgré le manque de vision et la peur de mourir, les travaux sont terminés à temps et sans retard. Ainsi, le 5 juillet 1809, la Grande Armée passe le Danube et établit une tête de pont sur la rive gauche. Napoléon réussit là l'une de ses plus brillantes manœuvres de sa carrière. L'histoire en a surtout retenu la diversion qui aurait donné l'avantage aux Français. De notre côté, comme nous l'avons vu, le mauvais temps et surtout l'acharnement des ingénieurs ont été déterminants pour le succès de la traversée. Quant à lui, l'archiduc Charles va se retirer vers le plateau de Wagram. Si vous voulez en savoir plus sur cette grande bataille, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici. À travers l'exemple de Lobau, nous avons vu que les pontonniers sont aussi méconnus que indispensables dans les conquêtes du Premier Empire. À la fois ingénieurs, ouvriers et soldats capables de planifier, construire et défendre leur ouvrage, ce sont des unités injustement oubliées de nos livres d'histoire. Si cet épisode vous a plu, venez découvrir les produits de notre partenaire Holzkern et sa gamme de bijoux, montres et accessoires en bois et en pierre. Basé à Vienne, à quelques kilomètres au sud du lieu historique de la bataille de Wagram, vous trouverez sur leur site de quoi surprendre votre partenaire pour la Saint-Valentin. Pour traiter votre moitié comme une princesse autrichienne, pensez à Holzkern en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, si l'épisode vous a plu, nous ferons une deuxième vidéo sur les pontonniers lors du passage de la Bérésina en 1812. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner, et à très vite sur Bataille de France.